Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Alors, cette vidéo, c'est la première vidéo consacrée au chapitre 3, intitulé Communication interprocessus. Alors, pour comprendre le contenu de ce chapitre, tout d'abord, nous avons vu lors des deux premiers chapitres que dans un environnement parallèle, plusieurs processus sont en mémoire en même temps. Ce qui signifie qu'il y a forcément une communication entre ces processus. C'est ce qu'on appelle la communication interprocessus, abrégée en IPC, ça veut dire Inter-Process Communication. Et cette communication permet une coopération entre ces processus pour atteindre leurs objectifs, et cela se fait de différentes manières. Justement, c'est ce que nous allons voir dans ce chapitre, tout au long de ce chapitre. Donc, on doit d'abord définir l'IPC, l'IPC. Donc, la communication interprocessus, ce n'est autre que l'opération qui consiste à transférer des données entre des processus concurrents, et cela en utilisant un ensemble de mécanismes différents qui peuvent être soit des mécanismes permettant l'échange de données entre les processus, ou encore des mécanismes permettant la synchronisation, ou là des mécanismes qui vont permettre les deux, ça veut dire l'échange des données et la synchronisation des processus. Donc, ce qui est le plus intéressant, c'est d'avoir une typologie de l'IPC, de la communication interprocessus, et cette typologie est généralement basée sur le degré de concurrence entre les processus. Ça veut dire à quel point il y a une concurrence qui est bin les processus. D'abord, il y a ce qu'on appelle la compétition. La compétition, c'est lorsque les processus ne se connaissent pas, en mémoire, en même temps, mais كل واحد يخدم pour ses propres objectifs, donc بيناتهم une compétition, على واش une compétition, تنافس على les ressources. Il y a la coopération par communication. C'est lorsque les processus se connaissent explicitement. Ça veut dire موجودين في la mémoire en même temps, où يتعرفوا que chaque processus P1 par exemple est au courant de l'existence de P2, de P3, parce qu'il y a une coopération entre les processus. Et la coopération par partage, c'est lorsque les processus se connaissent implicitement. Alors, si vous voulez un exemple, les deux, c'est simple. تخيلوا معايا un couple, ça veut dire زوج والزوجة تاعه qui كونوا très bien, ça veut dire ما بيناتهم aucun problème, ils communiquent في الدار verbalement. من تخصها حاجة تقول له، من يخصها حاجة يقولها, et ainsi de suite. من يكونوا ils se sont disputés, يعني متدابزين. Bon, Debza Kingulu, Debza Khfif, n'allez pas trop loin. Donc, Meddebzin, ça veut dire Meithadrosh. Mais, généralement, c'est ce qui nous fait rire de Kinshufouha, les feuilletons, etc. Chez Oulidir Koulouahd Fihom, pour communiquer, il khalli des messages. C'est-à-dire, il partage une feuille, par exemple, il y a un message. Il khalliha fi blasa ou iroh. Parce que l'autre, il faut donc le message y est. Ça veut dire, عايشين ما يتهادروش, c'est comme si كل واحد وحده, mais هما ils se connaissent implicitement. Ça veut dire يعرفوا بعضهم على بالهم باللي كل واحد على باله باللي الاخر هاش يدير وما etc. Donc يخلي له des messages. مين يكون ما y a aucun problème, ils se connaissent explicitement. Ça veut dire يتهادروا كل واحد. Donc مين يكونوا en pleine dispute, ils font semblant كل واحد que l'autre il n'existe pas. Mais en réalité, ils se connaissent implicitement. Donc, même chose pour les processus. Lorsqu'ils communiquent directement, c'est parce qu'ils se connaissent explicitement. Lorsqu'ils communiquent ou bien ils coopèrent par partage, c'est lorsqu'ils se connaissent implicitement. Ça veut dire qu'ils, entre guillemets, ils font semblant, ils se connaissent pas, mais au moins ils se connaissent. Donc, dans ce sens toujours, qu'il y a plusieurs critères pour différencier les types de l'IPC. Les critères, on peut les citer comme suit. Alors d'abord, est-ce qu'il y a ou non une restriction de la communication au processus? Donc, le critère, la communication. Est-ce qu'il y a ou pas une limitation
du processus communiquant à la lecture ou à l'écriture. Ça veut dire communiquer une valeur ou là, une variable ou là, une donnée. Est-ce qu'il peut la modifier ou là, il peut juste la lire, etc. Troisième critère, c'est le nombre de processus ayant la possibilité de communiquer. Et dernier critère, c'est la synchronisation des processus avec l'IPC. À quel point les processus sont synchronisés avec l'outil de communication. Par exemple, si nous avons un lecteur qui permet une lecture, donc il est interrompu jusqu'à ce qu'il y ait des données à lire. Ça veut dire s'il n'y a pas besoin de lecture, le lecteur est interrompu, ça veut dire il est endormi jusqu'à ce qu'il contienne un besoin de lecture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son fonctionnement va synchroniser avec la communication. Du moment que la lecture de données a la communication entre les processus, le lecteur, un processus lecteur, ما غاديش يقعد يخدم indéfiniment وإنما يتبع هاد la communication. Donc dans ce type de communication, on parle de synchronisation entre le processus lecteur et l'IPC. Donc tout cela nous mène vers citer les types d'IPC et leurs utilisations. Dans cette vidéo, nous allons voir deux types, la mémoire, le partage de mémoire et les signaux. Et on commence avec l'utilisation de la mémoire. Donc c'est clair, donc, lorsque nous avons un espace de données commun entre deux processus, les processus ont tendance à lire et écrire de cet espace en commun parce qu'il est accessible pour chaque processus dans le système. Donc ce partage se fait de deux manières, soit via la mémoire, et là on parle de mémoire partagée, ou via des fichiers sur disque, et là on parle de mémoire mappée. Alors justement, nous allons détailler les deux types. Alors tout d'abord, la mémoire partagée, c'est une forme d'IPC connue comme étant la plus rapide, parce que la communication se fait directement via des zones de la mémoire, et comme la mémoire vive est directement branchée sur la carte mère, donc l'accès est très rapide. Donc tous les processus partagent le même espace mémoire, c'est ce que vous avez certainement vu le multithreading, les séances de TP, et cela nous permet d'éviter la copie de données inutiles. Ça veut dire pas la peine de sauvegarder certaines données du moment qu'elles sont accessibles pour tous les processus dans un espace de mémoire partagé. Et bien sûr, cela se fait par l'utilisation d'un segment de mémoire, et dans l'ordre suivant. Donc tout d'abord il faut allouer le segment, ensuite s'attacher les services du segment, et ensuite détacher le segment. Donc chaque processus va allouer un segment, par exemple en utilisant la commande shm get, ça veut dire shared memory get, qui va avoir plusieurs paramètres. Le premier, c'est une clé entière qui indique le segment à créer. Le deuxième, c'est la taille du segment en octets. Et le troisième, bien sûr, c'est un ensemble de flags, de drapeaux décrivant les options demandées. Par exemple, si c'est un nouveau segment, un segment existant, et bien sûr, les permissions de lecture et d'écriture. Pour ce qui est de la mémoire mappée, c'est différent. L'outil de communication n'est plus la mémoire elle-même, mais un fichier partagé. Ça veut dire, nous allons, comme le nom l'indique, mapper la mémoire à travers un fichier. Ça veut dire qu'il غادي دير خريطة la mémoire تاعك. يعني utiliser un fichier pour se retrouver dans la mémoire تاعك. Donc هذا le fichier يولي يلعب دور خريطة, une carte. بها tu accèdes à la mémoire تاعك. Donc cela signifie qu'il faut correspondre un fichier ordinaire à la mémoire allouée à un processus. Et cela se fait en utilisant l'appel mmap, ça veut dire memory mapped, qui a plusieurs paramètres. Les trois les plus importants, c'est l'adresse de location du fichier, la taille en octets de l'espace de correspondance, c'est ce qu'on appelle aussi une projection de la mémoire, et la protection utilisée, lecture, écriture, etc. Donc, de cette façon, on peut
communiquer entre processus à travers ou là par le biais d'un fichier qui va servir de correspondant à la mémoire allouée à un processus. Cependant, les limites de ce type de communication, c'est bien évidemment d'abord le non-déterminisme, du moment que l'espace de données accessible par plusieurs processus va permettre l'accès de plusieurs processus aux données, et donc selon l'ordre d'accès, on peut avoir plusieurs résultats à la fin d'un système. C'est ce que nous avons vu le chapitre 1, c'est le non-déterminisme. Mais le pire, c'est que lorsque cet accès se fait en même temps, ça veut dire les processus accèdent à une donnée en même temps, du moment qu'il n'y a pas d'exclusion mutuelle dans ce type de communication, donc ça peut provoquer des erreurs et donc l'accès concurrent est mal géré. Deuxième type que nous allons voir de communication, c'est les signaux. Alors, les signaux sont liés aux événements. L'année passée, qui les interruptions. Donc, lorsqu'il y a un événement important, le système, il faut en informer les processus. Surtout lorsqu'il s'agit d'erreurs d'exécution pour un ou plusieurs processus. Par exemple, l'exécution d'une instruction non autorisée, division par 0, etc. Ou encore l'utilisation d'une adresse non valide, plusieurs causes. Dans cette situation, lorsque l'erreur est détectée, l'erreur est convertie en signal et envoyé au processus fautif. Il y a une erreur. Et bien sûr, le résultat de ce signal dépend de la manière dont il sera interprété. Donc, grosso modo, les signaux sont un moyen pour assurer une communication minimale entre les processus. Ça veut dire il n'y a pas un gros échange entre les processus, mais en même temps c'est efficace. Ça veut dire ça permet aussi au processus d'établir une communication avec le monde extérieur à travers les lectures et écritures, tout en gérant les éventuelles erreurs liées à l'exécution des processus et plus particulièrement les processus en parallèle. Donc, le plus important à savoir, c'est lorsqu'on reçoit un signal par un processus, c'est-à-dire lorsqu'un processus reçoit un signal, soit il l'ignore, ça veut dire qu'il n'a rien reçu, soit, et ça dans le cas de certains signaux que les processus ne peuvent pas ignorer, prend en compte le signal, et dans cette situation, soit il appelle une routine de traitement fournie par le noyau, par le système d'exploitation, et cela provoque le plus souvent la mort du processus, et bien sûr, éventuellement, la création d'un fichier core créé et qui contient le contexte du processus avant de recevoir le signal. Puisqu'on va tuer le processus, pourquoi pas garder son contexte juste avant de le tuer au cas où. Et bien sûr, le contexte peut être examiné à l'aide d'un debugger. Deuxième possibilité, lorsqu'on prend en compte le signal, c'est l'appel d'une procédure spécifique créée par le programmeur. Ça veut dire le programmeur a dit où il spécifie ce qu'il faut faire. Exemple simple, c'est l'instruction try catch. Try catch, par exemple, qui dira pour capturer une erreur, par exemple une division par 0, qui dira d'habitude la compilation, par exemple sur NetBeans, il dit comme la pile d'exécution, avec les lignes en rouge. Ça qui dit le try catch ou dire par exemple le catch, dire un simple message d'erreur, qui sera la même erreur, tender la procédure l'intérêt spécifique le catch. Donc, là, avec le try catch, tu as spécifié une procédure et qui sera utilisée lors de l'erreur liée à par exemple la division par 0. Faites l'exemple. Donc, là, même chose pour les signaux. Soit on appelle la routine par défaut, soit on appelle une procédure spécifiée ou la particulière spécifiée par le programmeur. Donc, voilà un exemple de signaux Unix. Par exemple, sigkill, sigstop, sigcount. Par exemple, le sigkill, c'est terminer l'exécution d'un processus. Sigchild, un processus fils a fini. Et bien sûr, les types, c'est, comme l'explication, A, c'est la terminaison d'un processus. E, par exemple, c'est la procédure service et non modifiable. F, le signal ne peut être ignoré. Donc, sigkill, c'est à la fois A, E et F. Ça veut dire il ne peut être ignoré.
La procédure à laquelle on va faire appel, c'est la procédure du noyau. On ne peut pas spécifier une procédure. Et le signal signifie la terminaison du processus. Par exemple, sig stop, c'est toujours EF, mais c'est du type D. Ça veut dire stopper le processus et non pas tuer le processus. Plusieurs appels système peuvent être utilisés également dans le cadre de l'utilisation des signaux. Par exemple, l'appel système kill qu'on trouve dans le header signal.h et qui a comme paramètre le PID du processus et le signal qui est le plus souvent sig kill. Donc, kill envoie un processus identifié par son PID, le numéro du signal, par exemple un sig kill. En cas d'erreur, la valeur retournée est -1 et 0 autrement. Les valeurs possibles du PID sont les suivantes. Si le PID est supérieur à 0, c'est l'identifiant d'un processus. Si c'est égal à 0, c'est le groupe du processus émetteur. Ça veut dire où l'appel système. Si c'est -1, c'est tous les processus. Donc seulement le root qui peut faire ça. Si c'est inférieur à 0, c'est l'identifiant du groupe. Ça veut dire on a tout un groupe de processus. Et donc le GID, c'est la valeur absolue du PID. Nous avons aussi les appels système sleep et pause qu'on trouve dans unistd.h. Donc l'utilité de sleep, c'est simple, ça permet au processus émetteur de se synchroniser avec le processus récepteur en se mettant en veille en attendant l'arrivée d'un signal. Pour pause, c'est pour faire passer le processus à l'état suspendu après réception du signal d'un certain signal, et après la réception du signal pause, le processus, c'est-à-dire du signal spécifié par l'appel système pause, donc pause va faire passer le processus à l'état suspendu jusqu'à ce qu'un signal soit reçu. Mini le signal, le processus quitte l'état suspendu et il reçoit le traitement associé au signal. Et bien sûr, une fois le traitement effectué, le processus continue son exécution à l'instruction suivante. Et donc, sleep et pause sont deux solutions à l'attente active, parce que au lieu de le processus il boucle indéfiniment, on le met à l'état suspendu. C'est ce que nous avons vu le chapitre 2 grâce à les P et les V, le wait et le signal, etc. Donc, c'est un petit peu l'aspect ou la phase pratique de ce que nous avons vu le chapitre 2. Donc voilà, ça c'était la première partie du chapitre 3. En attendant de continuer la suite dans d'autres vidéos, je vous souhaite bon courage à toutes et à tous et je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.